L'air froid de l'hiver mordait le visage de Nicolas Chadrone alors qu'il sortait dans les rues faiblement éclairées de Vannes, de Marseille et de Fianny. Il était 18h30 et la ville était enveloppée dans le calme silencieux d'une soirée d'hiver. L'ancien capitaine de la marine soviétique, devenu agent double américain, avait laissé sa femme dans leur chambre d'hôtel, lui assurant qu'il ne serait pas long. Alors qu'il s'approchait des marches d'une église vieille de plusieurs siècles, dont la flèche était visible depuis le consulat américain tout proche, un frisson d'inquiétude lui parcourut l'échine. C'était sa deuxième rencontre avec le KGB lors de ce voyage, un rendez-vous auquel il s'était habitué. Mais cette fois, quelque chose lui semblait différent. Deux hommes sortirent de l'ombre, leurs visages familiers, mais leurs expressions impénétrables. Chadron acquiesça d'un signe de tête, une fine couche de tension flottant dans l'air. Sans un mot, ils firent un geste en direction d'une berline sombre qui attendait au bord du trottoir. La portière de la voiture s'ouvrit avec un grincement inquiétant et après un instant d'hésitation, Chadron s'installa sur la banquette arrière. La porte se referma derrière lui avec une finalité qui résonna dans le silence de la nuit. Alors que la berline partait, les lumières du consulat américain brillaient au loin, mais personne n'était là pour lui dire au revoir. Ces agents de liaison de la CIA avaient bien choisi de ne pas assurer de surveillance protectrice. La voiture disparut dans le labyrinthe des rues de Vienne, et avec elle, Nicolas Chadronnet s'évanouit, pour ne jamais être revu. Il ne s'est pas toujours appelé Nicolas Chadronnet. Il était né sous le nom de Nikolaï Fedorovitch Artemonov. C'était le 19 mai 1928 à Leningrad, lorsque Nikolaï fut accueilli dans une famille qui, avant la révolution russe, était plutôt aisée. Sa mère était enseignante et son père ingénieur mécanicien. Baptisé dans l'église orthodoxe russe, le jeune Nikolaï a connu une vie de famille aimante. Il est devenu membre des Jeunes Pionniers alors qu'il fréquentait l'école primaire. C'était l'équivalent communiste des scouts. Lecteur assidu, Nikolaï excellait à l'école et, en 1941, lorsqu'il eut 13 ans, il fut sélectionné pour fréquenter une prestigieuse école secondaire navale sur l'île Vassilievski, la plus grande des îles de Saint-Pétersbourg. À partir de ce moment-là, Nikolaï avait pour objectif de devenir officier de marine. Mais lui et sa famille devaient d'abord survivre à la Seconde Guerre mondiale et au siège de Leningrad par les forces de l'Axe, qui commença en septembre 1941, lorsque les Soviétiques réussirent à lever le siège en janvier 1944. Nikolaï avait perdu son chien bien-aimé, un berger allemand qui fut victime de l'effort de guerre, où des chiens étaient dressés pour courir vers les chars allemands avec des explosifs attachés sur leur dos. Pendant les années incroyablement difficiles de la guerre, le père de Nikolaï dut échanger pratiquement tous ses biens de valeur restants pour nourrir sa famille. Mais même cela ne suffit pas à sauver la mère de Nikolaï de la famine. Nikolaï lui-même fut affecté physiquement, perdant des dents à cause de la malnutrition. Ayant survécu aux horreurs et aux difficultés de la Seconde Guerre mondiale, Nikolaï termina ses études secondaires et eut l'honneur de s'inscrire en 1945 à l'Académie navale Frunze. Là-bas, il s'est spécialisé dans des matières telles que la radioélectronique, l'armement et la science navale. Il a ensuite obtenu son diplôme dans le 15e percentile de sa promotion en 1949 année, où il est également devenu membre du Parti communiste. Nikolaï ressentait un fort sentiment de fierté nationale, surtout dans l'immédiat après-guerre, et il avait une confiance totale dans la capacité de Joseph Staline à diriger son peuple. Cependant, le ressentiment envers le régime soviétique, puis la haine, étaient profondément ancrés en lui dès l'enfance. Lorsqu'il était jeune garçon, on lui apprenait que les ennemis étaient partout, et que, si nécessaire, il devait être prêt à dénoncer même les membres de sa propre famille. Il a été témoin d'arrestations dans les rues et des amis ainsi que des voisins disparaissaient soudainement, généralement dans les chambres de torture du commissariat du peuple aux affaires intérieures. Après avoir rejoint la marine soviétique, Nikolaï se consacrait totalement à devenir officier. Son ascension dans les rangs de la marine fut fulgurante. En 3 ans, il devint commandant en second d'un destroyer.
En septembre 1955, à l'âge de 27 ans, Nikolai Artomonov fut promu commandant d'un destroyer de la flotte de la bannière rouge de la Baltique soviétique, devenant ainsi le plus jeune russe à occuper un tel poste. Son navire fut sélectionné pour représenter l'Union soviétique lors de visites officielles à Copenhague, Malte et en Angleterre. Il était en effet l'archétype du nouvel homme soviétique, travailleur et austère, intellectuellement et physiquement apte, et dévoué à la cause et aux idéaux communistes. Bien que Nikolai éprouvât un profond amour pour la mère Russie et son riche héritage historique et culturel, il devenait silencieusement de plus en plus amer envers le système soviétique. S'appuyant sur ses expériences de jeunesse, il apprit ensuite avec consternation l'écrasement de la révolution hongroise de 1956 et la répression brutale des troubles en Pologne. Il ne fallut pas longtemps avant que le ressentiment ne devienne tel que Nikolai tourne définitivement le dos à l'Union soviétique. En octobre 1958, le navire de Nikolai fut envoyé à Gdynia, en Pologne, où il forma des marins indonésiens avec la marine polonaise, le gouvernement soviétique soutenant financièrement et idéologiquement le régime indonésien. À peine un mois après sa nouvelle affectation, Nikolai rencontra une belle jeune femme aux yeux sombres dont il tomba presque instantanément amoureux. Blanka Evagora, une dentiste récemment diplômée et fille d'un officier de la marine marchande polonaise, fut rapidement courtisée par le séduisant commandant russe ambitieux d'1,81 m d'Auschwitz. En quelques mois à peine, le couple fut fiancé. Cependant, deux problèmes se posaient. Nikolai Artomonov était déjà marié, et Evagora n'avait absolument aucune intention de quitter la Pologne pour vivre en Union soviétique. D'après Nikolai, le premier obstacle fut vite surmonté. Il était séparé de sa femme et il connaissait des membres haut placés du parti qui consentiraient à son divorce et à son remariage avec Eva. Le deuxième problème fut un obstacle plus difficile à franchir. Eva était catégorique. Elle ne mettrait jamais les pieds en Union soviétique, et encore moins s'y installer pour le reste de sa vie. Même si la Pologne était sous la sphère d'influence de l'Union soviétique, les Polonais nourrissaient généralement une animosité profonde envers l'Union des républiques socialistes soviétiques, issue de siècles de tentatives de subjugation par la Russie. Pour Eva, un départ vers l'Est était totalement exclu, son père étant absolument consterné que sa fille fréquente ne serait-ce qu'un soviétique. Mais l'amour de Nikolai pour Eva et la haine qu'il avait développée envers l'Union soviétique l'ont poussé à proposer un plan aussi audacieux que dangereux. Alors que le couple était assis à l'arrière de la limousine privée de Nikolai, en route pour célébrer le 31e anniversaire du commandant, il baissa la voix et posa une question à Eva. Serait-elle prête à fuir la Pologne sous contrôle soviétique et à commencer une nouvelle vie avec lui en Occident ? Eva, bien que grisée par l'excitation, affronta sa décision avec une appréhension compréhensible. Leur voyage serait semé de dangers. S'ils étaient attrapés, ils seraient sûrement emprisonnés, ou pire. Pour Nikolai, cela signifiait renoncer à une brillante carrière dans la marine soviétique. Pour eux deux, cela signifiait sûrement ne jamais revoir leur famille. Eva n'a pas eu le temps de réfléchir à la proposition de Nikolai. Il devait retourner en Union soviétique dans quelques semaines à peine. Si elle acceptait, Nikolai avait besoin d'un préavis de 24 heures pour effectuer les préparatifs finaux. Quelques jours plus tard, Eva prit sa décision. Elle irait avec son amour vers l'Ouest. Le plan de Nikolai pour s'échapper de la Pologne allait exiger toutes ses compétences et ses talents de marin. L'un des privilèges dont il bénéficiait en tant que commandant de la marine était l'accès à sa propre vedette à moteur de 22 pieds qui servait à le transporter du navire à la terre ferme. C'est cette embarcation que le couple utiliserait pour leur voyage vers l'ouest. En utilisant seulement les étoiles et une boussole simple, Nikolai traçait soigneusement sa route à travers la mer Baltique jusqu'en Suède, étudiant les courants et les itinéraires croisés des navires polonais et soviétiques. Prévu d'accoster sur l'île d'Öland, sur la côte sud-est de la Suède, le voyage durerait 24 heures dont la moitié se ferait en plein jour, ce qui le rendrait encore plus périlleux. Par une soirée magnifiquement claire du 6 juin 1959, le couple s'est lancé dans sa fuite. Ils ont dû emmener avec eux un jeune marin russe nommé Popov, qui était chargé de piloter la vedette à moteur cette nuit-là.
Nikolai lui a dit qu'ils avaient l'intention de partir pour une partie de pêche, ce qui justifiait l'emport de provisions et d'essence supplémentaires. Après avoir envoyé Popov sous le pont et armé seulement de son précieux pistolet, Nikolai dirigea son bateau vers le golfe de Danzig et prit le large. À 23 heures, le bateau avait atteint les eaux libres de la mer Baltique et le temps s'était transformé en grain. Avec le marin russe désorienté sous le pont, Nikolai navigua habilement son bateau, évitant toutes les patrouilles navales soviétiques et polonaises, et, le soir suivant, il accosta à seulement un demi-mile de sa cible prévue sur les côtes d'Öland. Après avoir débarqué, le trio longea la côte jusqu'à ce qu'ils tombent sur un petit village de pêcheurs où ils furent accueillis et pris en charge par les habitants. Nikolai n'avait aucune intention d'utiliser sa haute position pour marchander une meilleure situation pour lui-même en Occident. Il considérait son exode comme nécessitant de repartir de zéro. Ainsi, il est entré en Suède vêtu d'un costume civil, laissant son uniforme de la marine ainsi que son pistolet précieux derrière lui sur la vedette à moteur. Nikolai a réussi à convaincre le pêcheur d'appeler un taxi pour lui. Ensuite, lui, Eva et le marin russe complètement désorienté, Popov, ont été conduits dans un petit poste de police local. Finalement, un membre de la marine suédoise a été appelé pour parler avec Nikolai. Le commandant Sven Rydström parlait russe et a immédiatement établi un bon contact avec les nouveaux déserteurs. Nikolai et Eva ont été transférés dans un commissariat de police plus grand, puis dans une planque à Stockholm. Des dispositions ont été prises pour que Popov, le marin russe alors terrifié, soit renvoyé chez lui. La marine soviétique ne réalisa la disparition de leur commandant vedette et de sa compagne polonaise qu'après que Nikolai et Eva eurent atteint la terre ferme. Le KGB a immédiatement lancé une enquête approfondie mais discrète, frappant à la porte de chaque membre de la famille, amis et connaissances pour tenter de comprendre ce qui s'était passé. La nouvelle de la défection d'Artemonov et de son voyage courageux à travers la Baltique se propagea en Suède et dans le monde, tandis que les soviétiques tentèrent de dissimuler l'affaire, aucun média soviétique n'en parlant. L'interrogatoire de Nikolai par les Suédois, qui a duré plusieurs semaines, s'est achevé lorsque les autorités ont reconnu qu'il était un vrai défecteur, et non un agent du KGB jouant double jeu. Le problème était que la Suède se trouvait à proximité immédiate des États satellites soviétiques et n'était pas un endroit où un défecteur russe pouvait s'installer. Nikolai et Eva devaient être transférés ailleurs. Le couple n'avait pas vraiment réfléchi à l'endroit où ils iraient. Leur seule préoccupation était la fuite. Le commandant Rydström a suggéré l'Angleterre, mais Eva a proposé les États-Unis, où elle pensait pouvoir exercer la dentisterie. Rydström a exprimé des réserves à ce sujet, disant que les Américains pouvaient parfois être tout aussi insensibles que leurs homologues soviétiques si cela servait leurs propres intérêts. Malgré l'avertissement du commandant, c'est Eva qui a pris l'initiative de communiquer avec les États-Unis après s'être rendue à l'ambassade américaine à Stockholm. Bien sûr, les autorités américaines ont immédiatement manifesté leur intérêt à accueillir Artemonov aux États-Unis en tant que défecteur. Et c'est ainsi que le 1er août 1959, après que les formalités administratives nécessaires étaient réglées, Nikolai et Eva ont poursuivi leur voyage vers l'ouest. Ils ont secrètement voyagé en avion cargo de Stockholm à Francfort, puis ont été hébergés au centre d'accueil des défecteurs de la CIA. Ce n'était pas une expérience particulièrement agréable pour eux. Nikolai et Eva sont devenus de plus en plus anxieux après avoir subi de nombreux tests au détecteur de mensonges sans jamais connaître les résultats. Durant 3 semaines, Nikolai a subi de longs entretiens et des évaluations psychiatriques. Finalement, cependant, leur bonne foi a été reconnue et ils ont été autorisés à être transférés aux États-Unis d'Amérique. Nikolai et Eva ont atterri à la base aérienne d'Andrews à 2 heures du matin. Le 22 août 1959. Le bureau du renseignement naval s'était préparé à leur arrivée et avait hâte de rencontrer le plus haut gradé de la marine soviétique à avoir jamais fait défection aux États-Unis. Le moment de l'arrivée de Nikolai n'aurait pas pu être plus opportun. La marine soviétique connaissait sa plus grande expansion de flotte jamais vue, à tel point que l'on craignait qu'elle ne rivalise bientôt avec celle des États-Unis. Bien que Nikolai Artemonov n'ait apporté avec lui aucun document, il possédait en revanche des connaissances vastes et à jour.
Il connaissait les capacités techniques du destroyer de classe Scory qu'il avait commandé sur le bout des doigts, et il était au courant des dernières tactiques navales soviétiques, de l'armement et des systèmes de communication. Son débriefing pouvait faire économiser des millions de dollars et aider les États-Unis à mieux cibler leurs objectifs de recherche et leurs dépenses. Au début, la CIA ne s'intéressait aux guerres à Nikolai Artemonov, n'ayant aucun document physique à fournir. C'était parfait pour Nikolai. Il voyait d'un mauvais œil l'espionnage, méprisait le KGB et n'avait guère envie de traiter avec leurs homologues occidentaux, la CIA. En tant que militaire de formation, il considérait les tactiques des agences de renseignement comme grossières et sournoises. Nicolas fut soulagé d'apprendre qu'il aurait principalement affaire à l'Office du renseignement naval, avec pour objectif de mettre l'agence au courant des technologies et tactiques navales soviétiques. Nikolai Artemonov n'était pas un nom pour un transfuge nouvellement installé qui voulait se fondre dans la masse. Nikolai devint naturellement Nicolas ou Nick, et Eva choisit pour eux le nom de famille Chadron. Ironiquement, le nom a été tiré de l'archivilain dans la célèbre œuvre d'Alexandre Pouchkine, La fille du capitaine. Avant que son travail avec l'Office du renseignement naval ne puisse commencer, Nicolas Chadron a dû subir un interrogatoire ardu de la CIA. Pendant 8 heures par jour, il a été interrogé sur sa vie passée en Union soviétique et sur les raisons de sa défection. La CIA voulait extraire de Chadron toutes les informations jugées périssables. En d'autres termes, ses connaissances sur la cryptographie soviétique et les plans opérationnels en cours, des choses que les soviétiques ne manqueraient pas de changer rapidement à la suite de la défection. Chadron détestait les longues journées passées avec les agents de la CIA qu'il appelait de façon péjorative les plombiers. Il devenait aussi de plus en plus anxieux, ce qui s'est vite transformé en colère face au fait que lui et Eva n'avaient reçu ni papier d'identité ni passeports américains. Ils n'avaient rien pour prouver qui ils étaient et Chadron se sentait complètement à la merci d'une agence qu'il ne respectait ni ne faisait confiance. Pendant que tout cela se passait, Eva améliorait sa maîtrise de l'anglais grâce à sa tutrice haute en couleur, une Polonaise nommée Madame Forrester. Elle s'habituait également à un nouveau mode de vie occidental et avait l'intention d'étudier pour obtenir un diplôme de dentiste américain. À la fin du mois de septembre 1959, Nicolas et Eva furent transférés de leur planque de Washington vers une vieille ferme près de Liborg, en Virginie, où ils ne restèrent tant que quelques mois avant d'être déplacés, en décembre 1959, dans une nouvelle planque luxueuse à McLean, en Virginie. C'est à cette époque que Nicolas et Eva se sont mariés lors d'une petite cérémonie civile célébrée par un juge de paix, le précédent mariage de Nick ayant été dissous par un divorce mexicain. Après 9 mois d'interrogatoire, il fut finalement décidé que Nicolas Chadron serait engagé comme consultant pour l'Office du renseignement naval. Aussi précieux qu'il fût en tant que transfuge, lui accorder une habilitation de sécurité allait toujours représenter un risque. On ne pouvait jamais dire avec certitude où se situaient exactement les loyautés d'un transfuge comme Nicolas Chadron. Bien qu'il ait reçu l'autorisation de commencer à travailler avec l'Office du renseignement naval, aucune habilitation de sécurité ne lui a été accordée. Espérant qu'il prouverait rapidement à ses supérieurs qu'il pouvait être digne de confiance avec les secrets d'État américains, Chadron se mit au travail en tant que consultant et analyste du renseignement. Nicolas Chadron avait reçu une somme forfaitaire de la CIA pour le long débriefing qu'il utilisa comme acompte pour une nouvelle maison pour lui et Eva à Arlington, en Virginie. La vie commençait à se stabiliser pour la famille Chadron, du moins en apparence. Il ne faudrait pas longtemps avant que son parcours, qui aurait dû rester une affaire de défection assez simple, ne prenne un tournant aussi inattendu et palpitant que les romans d'espionnage les plus captivants. En septembre 1960, Nicolas Chadron se préparait à comparaître devant une sous-commission du Comité des activités anti-américaines de la Chambre. Créé par la Chambre des représentants des États-Unis en 1938, le House Un-American Activities Committee avait pour objectif principal d'enquêter sur les allégations de déloyauté et d'activités subversives menées par des citoyens privés, des fonctionnaires et des organisations soupçonnées d'entretenir des liens avec le communisme. En résumé, il s'agissait d'un outil utilisé par les États-Unis pour contrer la propagande communiste émanant de l'Union soviétique et pour lutter contre la propagation du communisme dans la société américaine. La comparution de Chadron devant le comité
a eu lieu seulement 5 jours avant l'arrivée du premier ministre soviétique Nikita Khrouchtchev aux États-Unis, le 20 septembre 1960, pour l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies au Rouen. Khrouchtchev avait fait une visite d'État remarquée aux États-Unis en 1959, donc l'administration Kennedy savait à quoi s'attendre en matière de propagande. Le but de la comparution de Chadrin devant la House Un-American Activities Committee était de contrer cette propagande en lui permettant de décrire sa vie en Union soviétique. Pendant 2 jours, Chadrin a eu du maquillage et un déguisement appliqué sur son visage par des spécialistes en cosmétique. Il s'est présenté devant le comité sous son nom de naissance, Nikolai Artimonov, et chacun savait qui il était, donc ni Eva ni Nicolas ne comprenaient pourquoi il devait changer d'apparence. Néanmoins, lors de l'audience, le capitaine Artemonov a fulminé contre l'Union soviétique et son système politique. Il a révélé au comité l'adoption par l'Union soviétique de leur doctrine d'une première frappe nucléaire surprise contre les États-Unis. Artemonov a déclaré que, contrairement à l'appel de Khrouchtchev au désarmement, l'Union soviétique se préparait elle-même à une première frappe et que les États-Unis ne devaient pas se laisser berner par ces fausses promesses. Il a également révélé que l'Union soviétique utilisait des chalutiers de pêche pour espionner les navires américains au large des côtes des États-Unis. Tout cela n'était bien sûr pas une nouveauté pour les services de renseignement américains, mais c'était la première fois que le grand public en entendait parler. Le témoignage de Nicolas Chadron a eu l'effet escompté, choquant le public américain et faisant la une des journaux à travers les États-Unis. Le témoignage accablant a également été diffusé par Radio Free Europe, dans les pays du bloc communiste, servant à renforcer la propagande américaine et à encourager les groupes anticommunistes locaux. Le régime soviétique a été surpris de voir réapparaître leur ancien commandant naval lorsqu'il s'est présenté devant la House Un-American Activities Committee. Les pistes concernant sa disparition s'étaient rapidement refroidies, le KGB ne sachant, grâce à Popov, qui eut la malchance de piloter la vedette à moteur la nuit de l'évasion, que Nikolai Artemonov s'était enfui en Suède. Après avoir révélé son identité lors de l'audition devant la commission, Nikolai Chadron fut jugé par contumace en Union soviétique et condamné à mort. Écartant la pensée de la peine capitale, Chadron montra sa véritable valeur aux États-Unis lors de la crise des missiles de Cuba en octobre 1962. Il joua un rôle clé dans l'évaluation de la puissance navale soviétique par l'Office du renseignement naval, affirmant avec certitude que la marine soviétique ne pouvait atteindre les eaux cubaines. Ce type d'information était crucial pour le président américain John F. Kennedy dans la prise de décision politique et stratégique minute par minute. Alors que son mari faisait la une des journaux du monde entier et aidait à empêcher le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, Eva s'était inscrite pour préparer sa licence de dentiste aux États-Unis. Elle a ensuite obtenu son diplôme de l'université Howard en 1964 et, 3 ans plus tard, a ouvert son propre cabinet dentaire. Nicolas Chadron est également retourné à ses études en 1961 pour préparer son master en ingénierie à l'université George Washington. Pour un transfuge aussi en vue que Nicolas Chadron, le danger de représailles soviétiques planait toujours à chaque coin de rue. Peu de temps après son témoignage retentissant devant la House Un-American Activities Committee, le lieutenant-commandant Lev Vatorine, un homme que Chadronnet connaissait bien de l'Académie navale, est arrivé à Washington pour occuper le poste d'attaché naval adjoint à l'ambassade soviétique. Agent soviétique hautement entraîné, Chadron savait aussi être le meilleur tireur au pistolet de la flotte soviétique de la Baltique. Chadron fut immédiatement convaincu que cet homme avait été envoyé en Amérique pour le retrouver et le tuer. Pendant les années qui suivirent, Chadron regardait sans cesse derrière lui et ressentait un malaise permanent. Chadron craignit le pire un soir où il tomba malade lors du dîner de remise de diplôme d'Evers. Souffrant de douleurs aiguës à l'estomac, Chadron était convaincu d'avoir été empoisonné par le KGB. Après avoir été transporté d'urgence à l'hôpital, il a été déterminé qu'il souffrait simplement d'une crise de gastro-entérite. Pour un homme aussi confiant et calme que Nicolas Chadron, même lui craignait le KGB, sachant comment il traitait encore les déserteurs. En réalité, le KGB n'avait pas oublié leur traître, Nikolai Artemonov. Ils avaient l'intention, du moins en apparence, non pas de le tuer, mais de le recruter.
En 1966, le nouveau directeur de la CIA, Richard Helms, reçut un appel téléphonique énigmatique tôt un matin. L'homme à l'autre bout du fil, se présentant comme Igor et parlant avec un fort accent russe, déclara qu'il était un officier du KGB en poste à Washington et qu'il avait une affaire très importante à discuter. L'appelant était Igor Kochnov, un haut responsable du KGB et le chef du contre-espionnage pour la station du KGB à l'ambassade soviétique. Il était, bien sûr, très connu de la CIA et c'était un homme qui avait des liens politiques étroits avec des membres du cercle rapproché de la direction soviétique. Une réunion a vite été organisée. Si Kochnov rejoignait la CIA, il pourrait aider les renseignements américains à démasquer les taupes présentes dans leurs rangs. 5 heures plus tard, lors d'une réunion dans une planque à Washington, Kochnov déclara qu'il avait été chargé par le KGB de recruter Nicolas Chadronnet comme agent double. Il devait retourner en Union soviétique dans quelques mois. Si à son retour en Russie, il pouvait confirmer que le recrutement avait été un succès, il serait sûrement sur la voie rapide pour une promotion. Sa proposition était que si la CIA pouvait l'aider à recruter Chadron, il commencerait en retour à fournir des renseignements à la CIA sur la pénétration du KGB au sein de l'agence. L'offre semblait trop belle pour être vraie, et beaucoup de personnes bien informées à la CIA étaient convaincues que Kochnov était un leurre du KGB. Néanmoins, le désir de démasquer les espions était bien trop fort, et la CIA accepta l'offre de Kochnov. Le chef de la CIA, James Angleton, estima que même si Kochnov était un provocateur, Chadron ne courait aucun danger tant qu'il ne quittait pas les États-Unis. À ce stade, Nicolas Chadron n'avait aucune idée qu'il allait bientôt devenir le centre d'un dangereux jeu d'espions. Étant donné qu'il ne supportait pas les agences de renseignement, Chadron allait être une énigme presque impossible à résoudre. Il restait obscur de savoir comment la CIA comptait convaincre Chadron de devenir un agent de la CIA, puis de se laisser recruter par le KGB en tant qu'agent double. Il fut finalement décidé qu'il n'y aurait qu'un homme de la marine qui pourrait convaincre Chadron de coopérer. L'amiral Rufus L. Taylor, alors directeur du bureau du renseignement naval, était tenu en très haute estime par Nicolas Chadron. Taylor deviendra plus tard le directeur adjoint de la CIA. C'est l'amiral qui a été chargé de rallier Chadron. Il a proposé de servir son pays en faisant semblant d'être recruté par le KGB si l'occasion se présentait. L'occasion s'était bien sûr déjà présentée, mais Chadron n'en savait rien. Au début, et comme on pouvait s'y attendre, il a catégoriquement refusé la proposition. L'amiral Taylor, cependant, n'abandonnerait pas si facilement. Profitant de sa relation avec Nicolas, Taylor lui a indiqué que l'opération serait dirigée par la section de contre-espionnage soviétique du FBI. La CIA ne s'impliquerait que s'il voyageait à l'étranger, ce qui n'allait jamais arriver en raison des préoccupations évidentes de sécurité. C'était une assurance qui résonnerait plus tard dans ses oreilles. Chadron réfléchissait à sa décision. Au fil des années, la valeur de ses renseignements avait commencé à diminuer. N'étant plus dans la marine soviétique, sa connaissance de ses affaires internes et stratégiques devenait obsolète. L'amiral Taylor a dit à Chadron que jouer le rôle d'agent double ouvrirait sûrement la voie pour qu'il obtienne enfin une habilitation de sécurité. Chadron avait senti que l'absence d'une habilitation de sécurité était ce qui freinait sa carrière. S'il pouvait simplement obtenir cela, sa carrière atteindrait sûrement de nouveaux sommets. Au printemps 1966, alors qu'il réfléchissait encore à sa décision, Chadron commença à travailler à la Defense Intelligence Agency. Pour lui, c'était au mieux un changement latéral sur le plan professionnel. Il estimait que son nouveau rôle, qui consistait principalement à traduire des articles russes en anglais, était bien loin du travail de conseil de grande valeur qu'il effectuait auparavant pour l'Office du renseignement naval. Même s'il n'appréciait pas ce travail, il avait tout de même de la valeur pour le renseignement américain, et ses rapports étaient envoyés directement à la Maison-Blanche. À l'été 1966, Nicolas Chadron finit par céder et accepta de se laisser recruter par le KGB si l'occasion se présentait. L'opération serait menée conjointement par le FBI et la CIA. Le bureau a désigné Albert Turner, un agent expérimenté, comme responsable de Chadronnet.
L'agence, quant à elle, a choisi Bruce Solie, un officier ayant une expérience limitée des opérations soviétiques et de la gestion d'agents étrangers. Quelques jours après qu'il ait accepté le plan, et comme par pur hasard, Igor Kouchinov a abordé Nicolas Chadron dans un lieu public de la région de Washington. Totalement inconscient que la rencontre avait été organisée par les services de renseignement américains, Chadron a immédiatement signalé le contact au FBI. Chadron a alors accepté de participer à l'opération, une décision qui allait le conduire à agir comme agent double pendant la décennie suivante. Chadron et son officier traitant du KGB, Oleg Kozlov, ont commencé à se rencontrer secrètement. Chadron remettait au KGB du matériel de faible importance appelé Miettadetoit-i, les miettes, via des boîtes mortes dans la région de Washington. Chadron incarnait avec assurance le transfuge soviétique désabusé, persuadant le KGB de sa volonté d'aider la mère patrie et d'espérer rentrer un jour. Pendant ce temps, Igor Kochnov est retourné en Union soviétique après la fin de sa mission aux États-Unis et un débriefing approfondi par la CIA. Kochnov a continué d'être une priorité majeure pour la CIA après avoir quitté les États-Unis. On espérait que Kochnov serait promu à la suite de son succès dans le recrutement de Nicolas Chadron et que le renseignement américain aurait des yeux et des oreilles au sein des plus hauts échelons de la direction du KGB. Avec Igor de retour à Moscou, il était impossible de communiquer avec lui en toute sécurité. Toute l'opération dépendait donc de Nicolas Chadron, qui devait berner le KGB et, espérons-le, rétablir le contact avec Kochnov. Après 3 ans à jouer son rôle d'agent double, Eva fut surprise lorsque son mari lui proposa de partir en vacances en Europe. C'était leur premier retour sur le continent depuis leur fuite terrifiante en Suède 10 ans auparavant. Voyager à l'étranger, même pour le plaisir, comportait des risques particuliers pour un homme comme Nicolas Chadron. Mais de toute évidence, il était convaincu d'avoir dupé les soviétiques en leur faisant croire qu'il était un véritable agent double. Ainsi, en 1969, Nicolas et Ever quittèrent les États-Unis, arrivant d'abord en Angleterre, puis parcourant l'Europe continentale pendant 17 jours. Il s'agissait véritablement d'un voyage touristique, Nicolas n'ayant pas rencontré le KGB. Cependant, ce n'est que 2 ans plus tard que le KGB proposa à Chadron de rencontrer des officiers du KGB en dehors des États-Unis pour la première fois. La rencontre a eu lieu à Montréal, au Canada. Bien qu'il soit en dehors des États-Unis, le Canada était suffisamment proche de chez lui pour offrir à Chadron un certain sentiment de sécurité personnelle. Le voyage a eu lieu en septembre 1971. Dès qu'Eva et Nicolas eurent déposé leurs bagages à l'hôtel Bonaventure, Nicolas déclara qu'il devait assister à une réunion d'affaires et qu'il voulait s'en débarrasser rapidement afin qu'ils puissent profiter de leurs vacances. Il donna à sa femme un mot avec un numéro à appeler s'il ne revenait pas de sa réunion. Eva ne savait rien de la décision de son mari de travailler pour le FBI et ignorait donc le danger potentiel auquel il s'exposait. Finalement, Chadron rencontra le KGB sans incident et la famille de Chadron termina son séjour à Montréal. De plus en plus confiants, Nicolas et Eva se rendirent à nouveau en Europe en septembre 1972. Cette fois, leur voyage comprenait une escale à Vienne, véritable cœur battant de l'espionnage de la guerre froide. Après la réunion réussie à Montréal, le KGB invita Chadron à une nouvelle rencontre en personne. Peu de temps après l'arrivée du couple à Vienne, Nicolas annonça de nouveau à sa femme qu'il avait des affaires à régler. Mais cette fois, il passerait la nuit dehors. Il remit à Eva une feuille de papier avec un numéro à appeler s'il ne revenait pas le lendemain matin. Comme il l'avait promis, Nicolas revint le lendemain matin rasé de près et de bonne humeur. Ce qui s'est passé lors de la réunion à Vienne reste inconnu ou classifié. Ce qui est certain, c'est qu'il a rencontré des officiers du KGB, mais malheureusement, l'homme qu'il voulait vraiment voir, Igor Kochnov, n'était pas présent. Ce qui s'est probablement passé, c'est que Chadron a reçu un traitement de faveur dans une villa où il a peut-être même obtenu un haut grade au sein du KGB en récompense de ses années de service dévouées. On pense aussi qu'à Vienne, il a reçu une formation spéciale du KGB sur l'utilisation de dispositifs d'espionnage high-tech, dont un émetteur à impulsion. À son retour aux États-Unis, son agent de liaison du KGB, Oleg Kozlov, a organisé pour que Chadron reçoive l'un de ses émetteurs, ainsi qu'un carnet de code pour envoyer des transmissions secrètes, remis par valise diplomatique. Bien que Chadron n'ait pas réussi à rencontrer Kochnov,
le voyage était tout de même considéré comme un succès. Le FBI et la CIA croyaient vraiment que leur agent bénéficiait de la confiance totale du KGB. Que cela ait été le cas ou non restera à jamais une question sans réponse. Ce que les Soviétiques voulaient tirer de cet engagement pouvait être de nombreuses choses. Ils pensaient peut-être que Nicolas Chadron pouvait progresser dans le renseignement américain et devenir un agent clé. D'un autre côté, si le KGB avait seulement fait semblant de mordre à l'hameçon et avait l'intention à un moment donné de récupérer son traître, cela enverrait un message à tout futur potentiel défecteur sur le fait que le KGB finit toujours par se venger. On s'attendait à ce qu'étant donné le succès du voyage de Chadron à Vienne, son opération commence bientôt à prendre de l'ampleur. Pourtant, c'est l'inverse qui s'est produit. Quelques semaines après le voyage, le responsable de Chadronnet a été rappelé à Moscou. Avec cela, le minuet. Avec le KGB a soudainement cessé. Tout au long de 1973 et 1974, Chadron n'a plus eu de contact avec les Soviétiques et il semblait que son opération dépérissait. Ce n'est qu'à l'été 1974 que les Soviétiques ont soudainement repris contact avec Chadron par une série d'appels téléphoniques, puis par une note énigmatique déposée à son domicile. Ce contact n'a cependant donné lieu à aucune rencontre ni à aucun échange d'informations. Dans une tentative de relancer l'opération, le FBI a ordonné à Chadron de demander une nouvelle rencontre de haut niveau avec le KGB, l'envoyant une fois de plus dans la gueule du loup à Vienne. Après 18 heures de voyage, Nicolas et Eva Chadron sont arrivés à l'hôtel Bristol, à Vienne, à 15 le 17 décembre 1975. Rafraîchis, ils sont descendus de leur chambre au 3e étage jusqu'au bar de l'hôtel pour un verre. Quelques minutes plus tard, Nicolas a dit à Eva qu'il devrait partir pour un rendez-vous d'affaires à 17 heures. Il expliqua que l'homme qu'il devait rencontrer était un Russe qui travaillait pour les États-Unis depuis 25 ans. Il allait rencontrer cet homme sur les marches d'une grande église située juste en face du consulat des États-Unis. Pas d'inquiétude, dit-il, c'était parfaitement sûr. Eva n'avait toujours aucune idée de ce dans quoi son mari s'était réellement embarqué. Lorsque 17 heures arrivèrent, Nicolas partit pour sa réunion. Eva est allée se promener dans les belles rues de Vienne en hiver. Lorsqu'elle était revenue à l'hôtel, un peu plus d'une heure plus tard, elle a reçu un appel téléphonique d'une femme nommée Anne Martin. Eva connaissait Anne par son mari. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Anne, qui n'était pas son vrai nom, était en réalité l'agente de liaison de la CIA chargée de surveiller son mari. Eva a rejoint Anne dans sa chambre d'hôtel pendant qu'elle attendait le retour de son mari. Enfin, à 22h30, Nicolas a frappé à la porte. Il a raconté avec enthousiasme aux deux femmes le succès de la réunion, puis a parlé en privé avec Anne dans la salle de bain pour plus de détails. Chadron a déclaré qu'on lui avait demandé d'assister à une autre réunion bientôt. Eva, voyant la jubilation de son mari, comprit que cette réunion pourrait être la clé pour débloquer le succès professionnel qu'il désirait tant. À l'approche de la nuit du 20 décembre 1975, après de longues délibérations, la CIA décida qu'elle n'observerait pas Chadron lorsqu'il assisterait à la réunion avec le KGB. La possibilité que la contre-surveillance les repère ne pouvait pas être prise à la légère. Le risque de révéler que Chadron était sous le contrôle de la CIA était jugé plus grand que celui de le laisser agir seul. Ainsi, fatalement, dans la nuit du 20 décembre 1975, Nicolas Chadron est parti seul. Devant la même église qu'auparavant, il a rencontré deux agents du KGB qui l'ont invité à monter sur la banquette arrière d'une berline qui attendait. La voiture est partie et ce fut la dernière fois que l'on vit ou entendit parler de Nicolas Chadron. Pendant ce temps, de retour dans la chambre d'hôtel, Eva a retardé le dîner, s'attendant à ce que son mari revienne plus tard dans la soirée une fois sa brève affaire terminée. Elle a attendu patiemment, se disant qu'avant 00h30, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Cependant, au fil du temps, Eva s'est assise en vain près du téléphone de l'hôtel, attendant soit que Nick appelle, soit qu'il revienne dans la chambre. À 2h du matin, son mari était introuvable, et Eva ne pouvait plus attendre. Elle a appelé anxieusement Anne Martin, qui lui a simplement dit de rester tranquille et de verrouiller la porte de la chambre d'hôtel.
Le lendemain matin, Eva était une vraie boule de nerfs. Au fond d'elle, elle savait que son mari ne reviendrait jamais. Comme il n'y avait aucune raison de rester à Vienne, le 23 décembre 1975, Eva Chadron a été raccompagnée à Washington par un représentant du gouvernement américain. Alors que l'épouse bouleversée quittait Vienne sans son mari, la CIA avait probablement déjà accepté que leur opération était terminée et que leur agent était perdu à jamais. Après son retour à la maison, Eva a traversé une semaine d'angoisse pendant la période de Noël et du Nouvel An, sans aucune nouvelle des autorités concernant le sort de son mari disparu. Aussi difficile que cela ait été, elle devait garder le silence car si la nouvelle de la disparition était divulguée à la presse, cela compromettrait probablement les maigres chances de retour de Chadron. Ce n'est que des mois plus tard qu'Eva a appris que son mari avait agi en tant qu'agent double contre les soviétiques. Elle eut du mal à le croire étant donné la vision de Nikolaï sur l'espionnage et ne fut convaincue que lorsque l'émetteur soviétique à impulsion fut retrouvé dans son grenier, là où son mari l'avait caché. Au début de l'année 1976, il y eut une agitation intense alors que la CIA s'efforçait de comprendre ce qui avait mal tourné. Le secrétaire d'État Henry Kissinger a établi des contacts avec l'ambassadeur soviétique Anatoly Dobrynin et le ministre des Affaires étrangères Andrei Gromyko. Le président américain Gerald Ford a même lancé un appel direct au dirigeant soviétique Leonid Brezhnev, mais tout cela fut en vain. À qui qu'il s'adressait, la réponse était toujours la même. L'Union soviétique n'avait aucune connaissance de l'affaire et n'avait pas vu Nikolaï Chadron à Vienne le 20 décembre 1975. Au sein de la CIA, deux factions se formèrent. Dans un camp, il y avait des soupçons persistants concernant l'ancien commandant soviétique. Sa fuite spectaculaire de Pologne à travers la mer Baltique leur paraissait un exploit même trop grand pour un capitaine de marine expérimenté. Ce groupe était convaincu que Nikolaï Chadron était un agent du KGB depuis le début et qu'il les avait dupés. Ceux de l'autre camp restèrent fermes dans leur conviction de la bonne foi sincère de Chadrin. Il lui était tout simplement impossible d'être un triple agent. Ce camp croyait que l'opération de Chadrin avait été compromise et que leur agent avait été enlevé puis ramené en Union soviétique. La seule question était de savoir si Chadrin était encore en vie ou emmené au sous-sol de la Loubianka pour le traitement habituel des traîtres. La CIA a réussi à communiquer avec Igor Kochnov à ce sujet, qui a déclaré qu'il n'en savait pas plus non plus. Il a dit qu'il avait aidé à organiser la rencontre la nuit de sa disparition, mais qu'il n'avait aucune idée du sort qu'avait subi Nikolaï Chadrin. Au fil des mois, il semblait que le mystère ne serait jamais résolu. Malgré l'arrivée sur les côtes occidentales de plusieurs autres transfuges soviétiques, aucun n'avait la moindre idée de ce qui était arrivé à Nikolaï Chadrin. Puis, en mars 1976, le célèbre avocat allemand Wolfgang Vogel déclara de sources sûres que Nikolaï Chadrin était en vie et que l'Union soviétique envisagerait son retour dans le cadre d'un échange d'espions. Finalement, l'espoir suscité par Vogel s'est révélé faux. Au moment d'organiser une réunion de négociation, son autorité pour parler au nom de l'Union soviétique dans la conclusion d'un accord lui a été soudainement retirée. Lorsque l'histoire est parvenue à la presse 7 mois plus tard, il n'y avait eu aucune nouvelle piste ni aucun indice. Pendant près d'une décennie, la disparition de Nicolas Chadron est restée un mystère total. Cela a soudainement changé en 1985, lorsqu'un colonel supérieur du KGB, Vitali Yurchenko, a fait défection aux États-Unis. Parmi les informations qu'il a partagées lors de son débriefing figurait le sort tragique de Nikolaï Artomonov. Selon Yurchenko, le plan du KGB avait toujours été d'attirer Chadron à Vienne, de l'enlever et de le ramener en Union soviétique pour qu'il y purge sa peine criminelle. Il a déclaré que, lors de la lutte qui s'est engagée sur la banquette arrière de la berline dans laquelle il était monté cette nuit fatidique, un agent du KGB avait accidentellement administré une dose mortelle de chloroforme à Chadron en tentant de le calmer. Suite à cette révélation, et le 27 octobre 1985, deux agents du FBI se sont présentés au domicile d'Eva Chadron pour lui annoncer la mort de son mari. Alors que la position du FBI était que le sort de leur agent était désormais établi au-delà de tout doute raisonnable, il n'en était d'à rien.
Yatchenko, dans un revirement remarquable, est retourné en Union soviétique où il a été accueilli en héros. Cela a jeté une ombre sur tout ce qu'il avait raconté au service de renseignement américain lors de son débriefing. 3 ans après les révélations de Yurchenko, une autre source de la CIA a affirmé que Nikolai Artemonov avait été aperçu, bien vivant, aux funérailles de l'ancien chef de la marine russe. Le consensus actuel est que la version de Yurchenko est vraie. Nikolai Chadrin a été accidentellement tué par le KGB. Dans l'ensemble, la gestion de l'opération Chadrin a été un désastre total dès le début, sans justification apparente d'avoir mis cet homme en danger. Après le rappel de Kochinov à Moscou, les échanges de Chadrin avec l'agent du KGB Kozlov rapportèrent peu de bénéfices. En effet, personne à la CIA ne semblait se souvenir de ce que devait être le donnant-donnant dans cette relation. Utiliser un homme comme agent double alors qu'il avait déjà été condamné à mort pour sa défection était sans doute l'un des plans les plus insensés jamais conçus. Selon Ernest Falkman, l'histoire de Nikolai Artemonov représente l'effet classique du labyrinthe de miroirs de certaines opérations de renseignement, où toutes les frontières entre la vérité et le mensonge ont été irrémédiablement brouillées. Aujourd'hui, un portrait de Nicolas Chadron est accroché sur le mur commémoratif des Patriotes au sein de l'Agence du renseignement de la Défense. En 2019, Eva Chadronnet a assisté à une cérémonie où son mari a enfin été honoré pour son courage au service de sa nation d'adoption, les États-Unis. Au final, cependant, cette reconnaissance a apporté un peu de réconfort à Eva, sachant que son mari avait été sacrifié par le renseignement américain pour une opération sans issue.